sur le front climatique, le podcast de l'Observatoire Défense et Climat. Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Sur le front climatique. Sur le front climatique, c'est le podcast des chercheurs de l'Observatoire Défense et Climat. Pour cet épisode, exceptionnellement, nous serons deux co-hôtes. Je m'appelle Julia Tass et je suis co-directrice de l'Observatoire Défense et Climat, qui est un observatoire qui a été lancé en 2016 et qui étudie les enjeux de sécurité et de défense liés au climat. Et j'accueille aujourd'hui à mes côtés Sami Ramdani, chercheur au sein d'un autre observatoire financé par la DGRIS, que je te laisse présenter, Sami. Bonjour Julia. Effectivement, je fais également partie d'un observatoire financé par la DGRIS. Cet observatoire de la sécurité des flux et matières énergétiques est coordonné par l'IRIS en consortium avec Enerdata et Cassini. Au sein de cet observatoire, nous produisons un rapport trimestriel sur les enjeux géopolitiques de l'énergie. Notre angle principal est celui de la compétition entre grandes puissances, États-Unis, Russie et Chine. Et nous aurons donc une double casquette à la fois adaptation et atténuation du changement climatique, environnement et énergie, pour cet entretien avec Jean-Marc Jancovici. Jean-Marc, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Jean-Marc, vous êtes cofondateur du cabinet de conseil en stratégie carbone Carbone 4 et président fondateur du think tank The Shift Project. Et ensemble, durant les 30 prochaines minutes, nous évoquerons les enjeux de défense, de climat et de sécurité. Jean-Marc, vous travaillez depuis plusieurs décennies sur les enjeux de décarbonation, avec un point de vue d'ingénieur et un amour pour les ordres de grandeur. Avec votre regard, quel point de vue vous avez sur le nexus climat que vous connaissez bien et le nexus défense, un secteur qui est moins évident allié au changement climatique et à la transition écologique pour la majorité des gens qui nous écoutent? Alors si on comme dans un bon devoir de philo, on repart des définitions, le climat, c'est, les conditions moyennes, à la surface de la planète, dont la très grande stabilité globale sur les 10 000 dernières années, avant que le climat ne commence à se réchauffer, avait permis l'épanouissement des civilisations sédentaires. C'est donc un facteur dont la stabilité est importante pour garantir la stabilité des civilisations sous-jacentes. Et on sait que quand les civilisations sous-jacentes cessent d'avoir accès à des facteurs de stabilité, elles se déstabilisent, merci monsieur de la Palisse. Et ça, en général, c'est toujours un facteur de conflit. Donc il y a un premier lien absolument évident qui vient de là. Après, la défense, comme son nom l'indique, c'est une fonction, on va dire, qui a toujours eu pour effet, d'assurer la sécurité extérieure d'un pays. Alors ça peut se comprendre d'une façon extrêmement large, parce que des fois la sécurité extérieure d'un pays était une, conception très agressive de la chose, où il s'agissait d'aller envahir les autres, parce qu'on considérait que c'était comme ça qu'on finissait par être, en bonne position. Et ça dépend évidemment, du climat, parce que les théâtres d'opération, ça on se rappelle tous de Stalingrad pendant la Seconde Guerre mondiale, aller se battre au milieu de l'hiver russe, c'est pas exactement comme aller se battre, dans d'autres conditions climatiques ou au milieu du Sahara. Donc la modification du climat, elle a nécessairement un impact, sur la façon dont se présentent à la fois les théâtres d'opération et éventuellement les facteurs déclencheurs des conflits. Si je prends un exemple qui est survenu il y a un peu plus de 10 ans, que j'ai regardé d'un peu près, alors ça n'a pas engendré un conflit impliquant les forces armées françaises, hein, mais ce qu'on a appelé les printemps arabes, où il y a quand même eu des émeutes et cetera. Il y avait un élément climatique qui était très présent, dans le déclenchement de ces événements. Voilà, donc le nexus climat et défense, c'est qu'en gros, le climat, en se déstabilisant, va devenir un facteur à la fois déclencheur de conflits et un facteur qui va modifier les théâtres d'opération, quand les conflits seront là. Alors il faut toujours éviter qu'ils soient là, mais de temps en temps, il y en a malheureusement et ça va changer les choses de ce point de vue également. Vous avez posé le contexte bien particulier du secteur de la défense. Il est parfois difficile de convaincre les militaires de la nécessité d'opérer une transition énergétique de ce secteur. Quel ressort pourrait-on activer afin de faire évoluer culturellement le ministère des Armées sur cette question? Alors la manière dont la question, climat, j'ai envie de dire, est arrivée dans le débat public, il a été très fortement sous l'angle, c'est une affaire de responsabilité de chacun de ne pas contribuer à la déstabilisation du climat. Arrive plus tardivement maintenant la question de l'adaptation et en fait, ce que je viens de dire sur, la question du climat impactant les théâtres d'opération, là, on est plutôt du côté adaptation, si tant est qu'on puisse mettre le fait de tuer ses voisins de façon différente, dans l'adaptation, mais quand même, c'est un peu de ça dont il s'agit. Les forces armées, considéreront facilement que la question de l'atténuation ne relève que marginalement de leur ressort, parce qu'on ne va pas commencer à faire des économies de carburant pour éviter de faire voler les avions si on a besoin, d'aller larguer des bombes. Donc, le lien par contre, je le vois moi beaucoup plus, sur le fait que, les forces armées ont besoin d'énergie pour fonctionner.
hein, depuis la fameuse citation de De Gaulle, là. C'est une affaire de force, cette histoire-là, hein. Aujourd'hui, les auxiliaires sont mécanisés partout. C'est des avions, c'est des chars, c'est des bateaux, et c'est même éventuellement des exosquelettes et enfin, c'est des machines qui font la guerre, hein. Et donc il y a de l'énergie, là derrière, et en fait, depuis la Seconde Guerre mondiale, on a bien vu que les pays, en général, qui gagnaient les conflits étaient ceux qui avaient la base industrielle arrière la plus solide. C'est souvent comme ça que les choses se passent. Ou en tout cas, la base arrière logistique. Donc en derrière, on va retrouver un sujet énergétique absolument central. Et l'une des menaces, que nous avons en Europe, c'est que l'énergie est pas chez nous. L'énergie, en fait, l'Europe est importatrice aujourd'hui à 97, je parle de l'Union européenne, hein, à 97 de son pétrole et à 80 dans les mêmes eaux de son gaz. Donc on est dans un contexte, dans lequel l'énergie qui permet de mobiliser, les moyens mécanisés de la force armée, n'est pas chez nous. Donc ça veut dire qu'on est dépendant, d'alliés, d'approvisionnement, et cetera, pour être capable de faire fonctionner ce qui nous permet d'assurer notre sécurité extérieure. Alors ça, je pense que ça devrait être un élément de préoccupation fort, pour les forces armées à l'heure où, la sécurité d'approvisionnement sur les hydrocarbures, elle est pas du tout assurée, à l'horizon des programmes d'armement, j'ai envie de dire, hein, c'est-à-dire 20, 30, 40, 50 ans. Elle est pas du tout assurée, en Europe, et ça, je pense que ça peut être une entrée dans le sujet, qui est beaucoup plus parlante, pour les gens qui ont ce métier. Pour rebondir sur la question de Samy, si vous deviez citer 2 ressorts, donc là, si j'ai bien compris, un des ressorts que vous mentionnez, c'est la souveraineté énergétique, finalement? Alors, c'est un des ressorts que je mentionne, c'est la sécurité d'approvisionnement. Et moi, ce que je dis, c'est que la décarbonation en Europe, on est bien parti. Si on ne l'a pas de façon volontaire, on est bien parti pour l'avoir de façon involontaire. En fait, ça a déjà commencé via le stress sur les approvisionnements. Alors, c'est une autre forme de décarbonation, sauf que celle-là, elle n'est pas pilotée. Et donc, elle produit des effets qui sont beaucoup plus désagréables que celle qu'on pilote. Et vous qui avez beaucoup travaillé sur de nombreux secteurs qui ne sont pas forcément liés directement, à celui de la défense, comment est-ce que vous envisagez les répercussions, soit de la décarbonation forcée ou disons subie ou volontaire, de ces secteurs sur la défense? Est-ce que finalement parce qu'il y a une dépendance entre la défense et le secteur civil? Alors, il peut y avoir ça peut s'appliquer de plusieurs manières. Il peut y avoir des problèmes directs d'approvisionnement. Je sais pas quoi, le détroit d'Ormuz est bloqué, il y a plus assez de pétrole qui arrive en Europe et du coup, les forces armées en ont pas. Et puis, il peut y avoir quelque chose qui est beaucoup plus indirect et subtil, qui est que, mais je crois qu'on va en parler un peu plus tard, l'industrie qui permet de fabriquer tout le matériel qui est utilisé par la défense a énormément de bases communes avec l'industrie civile. D'accord? C'est les mêmes aciéristes qui font l'acier pour les sous-marins et l'acier pour les chars et l'acier pour les voitures. Et aujourd'hui, on rentabiliserait pas un aciériste qui ne ferait que des chars et des sous-marins et qui ferait rien d'autre. C'est les mêmes motoristes, qui font les moteurs, pour ce qu'on appelait dans mon ancien temps les véhicules de l'avant blindé, je ne sais pas comment ça s'appelle maintenant, et pour les camionnettes, les utilitaires et les poids lourds, et cetera, et cetera. Et en fait, si l'énergie fossile, commence à être très contrainte sans qu'on ait vu le coup venir, ça veut dire que les industries civiles vont commencer à souffrir. Du reste, on le constate, actuellement en Europe, et à partir du moment où les industries civiles commencent à souffrir, ça peut affaiblir par ricochet et ça va affaiblir par ricochet également, la base industrielle, de la défense. Donc ça, c'est un deuxième élément de préoccupation, et encore une fois, les programmes d'armement sont des programmes très longs, c'est des décennies, et à l'horizon de décennies, on va avoir un vrai sujet sur, encore une fois, la décarbonation. Il faut espérer qu'elle soit volontaire, mais il faut bien avoir en tête que si elle n'était pas volontaire, à ces horizons de temps, elle sera férocement involontaire. Et est-ce que ça veut dire qu'il faut faire des stocks, par exemple? Ça ne sera pas suffisant. Vous n'avez pas de quoi stocker, je ne sais pas, par exemple, ce qu'il aurait fallu, j'ai pas fait le calcul, mais ce qu'il aurait fallu stocker comme pétrole, pour faire la guerre en Ukraine. Je ne suis pas complètement sûr que les moyens logistiques soient à notre disposition. Vous avez commencé à évoquer les risques qui pèsent sur la sécurité d'approvisionnement des hydrocarbures. Les autres énergies ne sont pas non plus exemples de vulnérabilité. Alors, quelles sont les vulnérabilités associées à chacune de ces énergies, hydrocarbures, renouvelables et nucléaires? Alors je vois mal un avion de chasse fonctionner à l'éolien, je le vois mal également fonctionner avec des batteries. Donc en ce qui concerne, j'ai envie de dire les moyens d'opération, et un char électrique, je suis pas complètement sûr que ça soit si facile que ça, à mettre au point, en particulier les bornes de recharge rapide sur les théâtres d'opération, je sais pas si c'est très facile à trouver. Donc en fait, ce qui a fait que le pétrole, a gagné la bataille, dans les transports, c'est son extraordinaire densité énergétique par unité de volume.
D'accord? Donc ça veut dire que vous êtes capable d'emporter avec vous une très grande quantité d'énergie dans un volume donné. C'est ça qui fait que le pétrole a gagné la bataille. Donc la question de l'autonomie des moyens de combat, qui est cruciale, un avion s'il vole que 3 minutes, c'est quand même un peu ennuyeux. Elle est liée au fait d'avoir à votre disposition une source d'énergie qui est très dense par unité de volume. Je ne vois pas ce qui peut remplacer les hydrocarbures à ce titre. Donc, l'avion de combat à hydrogène, vous ne verrez pas ça et l'avion de combat à batterie, vous ne verrez jamais ça non plus. Alors ce que vous pouvez faire, c'est des plus petits avions. C'est-à-dire vous pouvez remplacer les avions par des drones. Ça, par exemple, oui, ça vous permet d'économiser énormément d'hydrocarbures, mais ça reste quand même des hydrocarbures. Voilà. Donc alors les hydrocarbures, on peut les fabriquer après avec, des matières végétales. On peut faire des agrocarburants, enfin ce qu'on appelle classiquement des biocarburants. Moi, je préfère les appeler agrocarburants. Heu, ça, c'est quelque chose qui peut fonctionner techniquement, hein, ça ne pose pas de problème, majeur. Mais ça restera des carburants liquides. Je ne vois pas comment est-ce qu'on va faire, autrement. Le seul domaine dans lequel vous pouvez changer significativement l'énergie des moyens de combat, c'est pour les bateaux et du reste, les gros navires militaires sont nucléarisés. Les gros sous-marins, les gros justement parce que là, vous avez une question de densité énergétique. Le nucléaire permet également la densité énergétique très élevée, et du coup l'autonomie très élevée. Voilà, donc sur les porte-avions, je crois pas qu'il y ait d'autres bateaux que les porte-avions nucléarisés, mais les sous-marins, bah, ça pose pas de problème et en fait, on pourrait le faire sur, plein d'autres, techniquement, j'ai envie de dire, ça poserait pas de problème de le faire sur, d'autres bateaux. On voit tout de même, avec le phénomène de dronisation, une hybridation de certaines motorisations ou encore l'usage de l'hydrogène et se pose du coup la question de la chaîne de valeur également de ces nouvelles motorisations. Oui, l'hydrogène, j'y crois pas une seconde. En tout cas, l'hydrogène, c'est quelque chose qui est utilisé dans les lanceurs, civils, spatiaux, parce que, par contre, l'hydrogène a une caractéristique, c'est que c'est le carburant qui a la plus grande densité énergétique par unité de poids. Pas de volume, mais de poids. Et quand il s'agit d'arracher une masse à la gravitation terrestre, là, c'est le poids qui compte. Donc votre fusée, vous pouvez la faire très grosse, très volumineuse, pourvu que, en termes de masse, vous ayez le maximum d'énergie par kilo qui est emporté dans les airs, ça fait le job. Donc c'est pour ça qu'on utilise l'hydrogène dans les lanceurs spatiaux. Par contre, l'hydrogène dans les avions, j'y crois pas. Ça aura beaucoup moins d'autonomie. C'est extrêmement compliqué à manipuler. Ça veut dire qu'il faut mettre des réservoirs cryogéniques sur les avions de chasse. Enfin bon, bref, je vous laisse imaginer la facilité avec laquelle ce genre de truc se gère, sur les théâtres d'opération. Donc j'y crois pas une seconde. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, donc finalement, comment est-ce que vous envisagez la décarbonation des armées? Puisque si si on garde les hydrocarbures pour les avions, comment on envisage la décarbonation des armées? Alors comme disait l'autre, c'est une excellente question et je vous remercie de me l'avoir posée. Je pense que ça si j'avais une réponse baguette magique, je serais soit très présomptueux, soit ça veut dire que j'y aurais déjà travaillé pendant 25 ans. C'est ni l'un ni l'autre, ne s'applique. Donc je pense que c'est un sujet d'investigation majeur, sur lequel il faut avancer. Au Shift Project, on aimerait bien s'y lancer. Ça fait partie de nos envies, fortes, justement de nous pencher sur cette question et pas de nous pencher sur cette question en étant naïfs sur la mission des armées. Dont encore une fois la 1re responsabilité, on peut le regretter mais c'est comme ça, la première responsabilité n'est pas de contribuer à l'atténuation du changement climatique. C'est pas ça leur 1re mission. C'est quand même un dispositif d'urgence, une armée. C'est fait pour, en gros, gérer une situation d'urgence, une situation de crise, une situation de tension, une situation de court terme du coup. Donc c'est bon. Donc la question, elle se pose pour moi beaucoup plus encore une fois en termes de alors il y a des installations fixes sur lesquelles c'est pas vrai. On peut discuter des casernes, on peut discuter de voilà, et là ça mange pas de pain, j'ai envie de dire. Là effectivement, c'est légitime de faire sa part. Si on peut décarboner le chauffage des casernes, c'est parfait. Si on peut voilà. Mais, en ce qui concerne l'énergie qui est utilisée par les moyens de combat, qui est le gros de l'énergie utilisée par l'armée, la question ne se pose pas exactement en termes de, «Est-ce que je vais faire ma part?» Parce qu'encore une fois, il ne faut pas être naïf, c'est pas comme ça que ça se passe. La question c'est, «Est-ce que j'aurai ce qu'il me faut, le jour où j'ai éventuellement besoin de m'en servir?» Voilà. En France, si on raisonne de cette manière, alors je jette des idées en l'air, hein, mais ça serait beaucoup plus pertinent en termes d'arbitrage, de contraindre les véhicules que nous utilisons tous au quotidien, pour qu'ils consomment moins et de réserver et au lieu d'incorporer les agrocarburants dans les véhicules terrestres, parce qu'on n'a pas besoin de se balader dans des véhicules terrestres à 2 tonnes ou même à 1,5 tonne, c'est pas nécessaire. On pourrait se balader dans des véhicules terrestres plus légers et affecter les agrocarburants, par exemple, au fonctionnement, de la force militaire.
Voilà, on pourrait faire ce genre d'arbitrage. Donc alors, là, je suis pas en train de dire: «Faut le faire». Je suis en train de dire: «Je pense qu'il y a des choses à regarder, d'à peu près» et la seule chose dont je suis à peu près sûr, c'est qu'aujourd'hui, ça a pas été regardé avec suffisamment, de temps, et en se mettant les bonnes questions en tête. Voilà, ça, j'en suis à peu près sûr et on aimerait beaucoup au Shift Project, contribuer à cette réflexion, et se lancer dans cette question. Parce que encore une fois, on voit la décarbonation des forces armées, encore une fois, sans être naïf, comme un facteur de résilience, et le fait que, on aura toujours ça à notre disposition si on en a besoin. Il faut espérer de ne pas en avoir besoin, mais si on en a besoin, à l'avenir. Et donc si je comprends bien, vous qui avez donc, étudié pas mal d'autres secteurs, vous envisagez la décarbonation des autres secteurs en parallèle, mais avant finalement la décarbonation des armées? Pas nécessairement. Alors, sur l'organisation générale à l'échelle française de la décarbonation des secteurs, là, je peux vous renvoyer au plan de transformation de l'économie française qu'on avait publié au Shift Project, dans lequel il n'y avait pas la défense, parce qu'à l'époque, on n'avait pas travaillé dessus, et qui fait un certain nombre de propositions sur la façon justement d'avancer dans la décarbonation. Alors, c'est comme un escalier, hein, il vaut mieux commencer par monter la première marche d'abord, et donc il faut s'attaquer au plus facile. Alors, qu'est-ce qui est facile dans la décarbonation de l'économie française? Il y a s'attaquer au chauffage, ça c'est facile. Parce que le chauffage au gaz et au fioul, ça peut être remplacé par de l'isolation et des pompes à chaleur, si je la fais courte. S'attaquer au transport terrestre, c'est pas si dur que ça. On a des problèmes parce que la voiture est un objet de statut, parce que et cetera. Mais en gros, là, c'est pareil, on a fait nos calculs. Vous pouvez remplacer les 40 millions de véhicules particuliers qui existent aujourd'hui et qui sont au pétrole, modulo, quelques-uns qui ne le sont pas, par, moins de voitures, plus de bus, plus de trains, plus de vélos, plus de modes actifs, plus de covoiturage, plus de et cetera et des véhicules électriques pour ceux qui restent. Quand vous regardez, l'organisation de tout ça, ça flotte. Voilà. On a un sujet sur le fret, dont on parle pas assez, mais il faut rappeler que sans camion, les villes meurent de faim. Il y a de la décarbonation industrielle à faire également, mais là, c'est pareil. Tout ça, c'est des sujets qu'on a regardés, il y a des manières d'avancer. La question, c'est de le décider. Alors malheureusement, le contexte politique en ce moment ne facilite absolument pas les choses, parce que, quand on a besoin de mettre en œuvre des plans de long terme, et qu'on ne sait pas si, les gens seront toujours là dans 2 mois, c'est pas très si je prends un parallèle qui vaut ce qu'il vaut, si vous faites la guerre en changeant le général tous les 2 mois, pas sûr que ça marche très bien. Donc là, on a vraiment un sujet de planification d'ensemble, mais je veux dire, on a les idées assez claires sur la façon dont on pourrait avancer, de façon large. On n'a pas encore regardé le secteur de la défense. Alors quand on regarde ce qu'il représente en termes d'énergie dans l'ensemble du pays, c'est quelque chose qui est ni totalement négligeable, ni majeur. C'est pas la grosse partie de voilà, et il faudrait regarder justement comment est-ce qu'on peut se dégager les marges de manœuvre, permettant de fonctionner avec beaucoup moins d'hydrocarbures à disposition. Vous avez évoqué les biocarburants, comme une solution potentielle pour décarboner, l'aviation notamment. On a toujours un problème de cercle vicieux avec les biocarburants, carburants de synthèse et généralement avec les technologies émergentes, de ce type. C'est cher, il y a pas de demande, il y a pas de demande, donc ça reste cher. Et on voit la même chose, on pourrait penser à la même chose sur, les SMR, pardon, Small Modular, Reactor donc, par exemple, sur lesquels les Américains se lancent avec le projet, Pelé. Selon vous, quel rôle les armées, pourraient-elles jouer dans le développement des technologies bas carbone? Il y a 2 questions en une, hein, dans celle que vous m'avez posée. Il y a d'abord la question des coûts. Il faut bien voir que si historiquement on a massivement basculé sur les combustibles fossiles, c'était pour une très bonne raison. Nos ancêtres n'étaient pas des abrutis complets et ils n'ont pas fait les choses que pour des mauvaises raisons. Et ce que les combustibles fossiles ont permis à peu près partout, c'est des baisses de coûts. Donc faire sans, il ne faut pas se raconter d'histoire, de toute façon ça coûtera plus cher. Voilà. Et ça va nous forcer à, serrer nos priorités. C'est-à-dire qu'on va être obligé, de dire, ça, c'est plus important que ça et il va y avoir fatalement des renoncements. Donc peut-être qu'on va devoir choisir entre la 6G et une défense. Peut-être qu'on va devoir choisir entre avoir toujours un hôpital qui fonctionne et avoir une voiture de 1,5 tonne, par ménage. Enfin voilà, on va probablement devoir faire des choix. La traduction économique de ces choix, d'une certaine manière, c'est que, tout sera en termes de prix réel plus cher. Voilà, il va falloir s'y faire. C'est un mode de fonctionnement dont on n'a pas l'habitude, qui est très perturbant donc, parce qu'on n'en a pas l'habitude. Sur la question du progrès technique, alors il se trouve qu'il y a souvent des innovations techniques qui ont été, pilotées par des besoins militaires. Quand vous regardez les innovations, qu'il s'agisse d'internet, ce que tout le monde utilise aujourd'hui, qui est un dérivé d'ARPANET qui a été, mis au point par la défense américaine, le radar, enfin j'en passe et des meilleurs,
Même les panneaux photovoltaïques, comme vous le savez probablement, c'est un dérivé de l'industrie spatiale, qui était quand même, largement, alimenté par, des arrière-pensées militaires, dans la lutte qu'il y a eu entre les États-Unis et l'URSS à l'époque. Donc le militaire et du reste, c'est pas pour rien qu'on parle du complexe militaro-industriel, voilà. Donc il y a énormément d'innovations techniques, en fait, qui ont une origine militaire. À nouveau, on peut le regretter, mais c'est comme ça. Et je vois pas de raison pour laquelle ça serait très différent à l'avenir. Donc alors, après, je vais pas vous les énumérer puisque les innovations, je les connais pas encore par définition, parce que ce sera nouveau. Mais, c'est évident que l'industrie de défense, elle a toujours été un contributeur historique, enfin depuis qu'il y a des techniques avancées sur terre, elle a toujours été un contributeur historique significatif, à l'amélioration des techniques. Alors du coup, je vais continuer, sur cette, question-là. Souvent, la créativité vient de la contrainte. Donc ça veut dire que si l'industrie, de défense invente ou améliore, des énergies, renouvelables, ce sera sous la contrainte. Et donc d'où peut venir la contrainte? Bah, la contrainte chez les militaires, elle est omniprésente de par leur fonction même, c'est l'ennemi. Donc, c'est le besoin d'avoir la supériorité sur l'ennemi, la contrainte. Il me semble qu'il y a pas besoin d'aller la chercher ailleurs. Mais ça veut dire aussi que potentiellement, il y aurait des risques, de rupture d'approvisionnement de certaines sources énergétiques? Bah, c'est exactement ce que l'ennemi cherche à faire de toute façon. Regardez ce qui se passe en Ukraine. Que font les Russes? Ils n'arrêtent pas de bombarder les réseaux électriques. Enfin, je veux dire, c'est évident. À partir du moment où l'énergie est le nerf de la guerre, vous allez chercher à vous y attaquer. Donc ce qui veut dire que la diversification, et c'est de là d'où pourrait venir la créativité des armées. C'est le fait que, en se reposant sur une seule source énergétique, on se crée des dépendances qui sont problématiques, qui peuvent être des Alors, vulnérabilités. vous pouvez avoir de la diversification en étant sur une seule source énergétique. Par exemple, si vous n'utilisez que du pétrole, mais que vous avez 50 fournisseurs, vous êtes quand même diversifié, d'une certaine manière. Si vous n'utilisez que de l'électricité, mais que vous avez 50 moyens de production et de la redondance, et que vous avez également de la redondance dans le réseau, c'est-à-dire que s'il y a une ligne qui est coupée, ça peut passer par une autre, vous êtes quand même diversifié. Donc la diversification, elle ne s'apprécie pas nécessairement, à l'aune de la multiplication des sources d'énergie. Et par ailleurs, il faut se méfier de ce mot. Une fois, j'avais fait la blague suivante, qui consiste à dire, si je vous coupe une de vos 2 jambes et que je vous la remplace par une jambe de bois, j'ai diversifié vos appuis. C'est pas sûr que vous ayez gagné dans l'affaire. Donc toutes les diversifications ne sont pas nécessairement bonnes à prendre. D'accord. Voilà, donc c'est un mot qui a l'air comme ça, magique. En fait, il faut toujours être très pragmatique, ce qui normalement est une caractéristique des militaires. Il faut regarder de quoi on parle quand on parle de diversification. D'accord. Et ensuite, j'avais une question qui était peut-être un peu plus personnelle. Pourquoi, finalement, vous avez consacré votre vie à travailler sur l'urgence climatique et à accélérer la lutte contre le changement climatique, la baisse des émissions? Pourquoi s'intéresser en particulier au secteur de la défense? Alors j'ai pas consacré ma vie, parce que j'ai eu une vie avant de m'intéresser, comme je suis très vieux, j'ai eu une vie avant de m'intéresser au sujet climatique. Mais par contre, pourquoi s'intéresser au secteur de la défense? Heu, pour plusieurs raisons. La première parce que c'est une fonction régalienne des États, et que le climat concernant tout le monde, tout le temps, partout et l'énergie concernant tout le monde, tout le temps, partout, bah, ça concerne aussi les fonctions régaliennes. Parce que ça nous a demandé un peu de temps, d'être vu au Shift Project comme suffisamment légitime, sur ces questions de climat et d'énergie pour engager le dialogue avec, des gens qui, à mon avis, ne sont pas culturellement très proches de la mouvance écologiste, comme ça par construction. Et donc ça nous a demandé un peu de temps d'éprouver la méthode de travail, la façon d'avancer, et cetera. Et aujourd'hui, je pense qu'on est mûr pour le faire, et que par ailleurs, je le redis, c'est un sujet qui me semble être un sujet, significatif, pour le pays. Après, j'ai envie de dire, si je livre totalement, le fond de ma pensée, je pense que c'est utile pour la cause, environnementale, qui, de mon point de vue, est une cause sérieuse, et qui ne doit pas être réduite, aux déclarations des gens qui s'en considèrent comme les dépositaires légitimes et exclusifs, hein, c'est beaucoup plus large que ça. C'est utile à la cause environnementale, qu'elle percole dans un certain nombre de secteurs qui semblent pas naturels, vus de l'extérieur,
Parce que si la greffe prend, c'est-à-dire que si les secteurs en question disent: «Ah bah oui, on comprend bien que nous on est concernés aussi, et on n'est pas concernés juste, au travers de, on a une responsabilité envers la collectivité à ce titre, mais on a aussi un élément critique, de maintien de nos aptitudes», ça fera du bien, au mouvement d'ensemble. C'est-à-dire que ça contribue à poser le sujet comme un sujet sérieux, comme un sujet central, et ça contribue, alors je ne sais pas si je dois dire à le dépassionner, mais en tout cas, ça ne peut que lui faire du bien en cette période, où, cet objet-là commence à être de plus en plus instrumentalisé pour de très mauvaises raisons. D'ailleurs, ce travail a commencé puisque les armées ont publié une stratégie de défense et climat, où justement cette question de ce maintien, en conditions opérationnelles, quel que soit, le paysage énergétique et les contraintes climatiques est au cœur de cette stratégie. Donc effectivement, on œuvre tous, je pense, à un peu, tenter de faire percoler cette vision, cette stratégie et puis, aller peut-être un peu plus loin, parce que cette stratégie va être sans doute mise à jour, dans les années Alors qui viennent. là où on a toujours, en général au Shift Project, on a constaté qu'on était utile, quand on arrive dans un secteur qui est pas complètement vierge, où il y a déjà des travaux de défrichage qui ont commencé, à exister et où on peut être utile pour le passage à l'échelle. Et là, je pense qu'on est typiquement dans ce cas de figure en ce qui concerne les forces armées. Il y a des choses qui se font ici et là. Je dirais pas qu'aujourd'hui le passage à l'échelle a été fait. Voilà, donc et si on peut modestement, jouer un rôle utile dans ce passage à l'échelle, ben, on sera content. Tout à l'heure, on a évoqué les vulnérabilités concernant l'approvisionnement des hydrocarbures. Pour revenir donc sur les technologies alternatives, avez-vous un regard sur l'instrumentalisation de la question énergétique par certains compétiteurs, Chine, Russie, mais là je pense surtout à la Chine, sur des matières premières critiques qui pourraient être employées dans les chaînes de valeur de nos ministères? Et quelles solutions les ministères des Armées pourraient mettre en place pour pallier ces risques? Eh bien, la question, c'est de choisir sa dépendance, parce que comme il y a pas de mine de cuivre en France, comme il y a même plus de mine de fer, si vous remontez suffisamment loin dans la chaîne de valeur, de toute façon, à un moment ou à un autre, vous allez trouver une dépendance des pays, extérieurs sur à peu près tout. Je dis bien à peu près tout. Il y a de l'électronique aujourd'hui absolument partout. On ne fait pas notre propre électronique. Je veux dire, on n'a pas de fondeur de semi-conducteurs chez nous, on n'a pas de donc si vous remontez suffisamment loin dans la chaîne de valeur, en fait, on est totalement tributaire, d'approvisionnements étrangers. Totalement, hein. Déjà, je pense que ça serait utile de le savoir. Je suis pas complètement sûr qu'aujourd'hui on ait une cartographie, donc là je m'aventure peut-être, hein, parce que peut-être que ça existe, mais je suis pas complètement sûr qu'on ait une idée claire, de nos dépendances de point de vue, de ce qu'on peut faire pour éviter que cette dépendance ne soit trop critique, et cetera. Mais c'est évident qu'il y a le même sujet sur les matières premières que celui qu'il y a sur l'énergie, puisque en France on n'a plus rien. Enfin, je veux dire, on n'a pas de mine active, sauf, rare exception. Vous avez évoqué la mobilisation collective, premièrement dans le secteur de la défense et puis à une échelle plus large, celle de la France. Pensez-vous que la neutralité carbone soit atteignable d'ici 2050? Aujourd'hui, je suis pas suffisamment familier, j'ai pas discuté avec suffisamment de gens à l'intérieur des forces armées pour être capable de répondre à la question de à quelle vitesse ça peut aller, la montée en puissance de cette préoccupation, énergétique et climatique, j'ai envie de dire, dans les forces armées. Donc là, joker, je sais pas. La seule chose que je sais, c'est que si on n'essaye pas, bah, c'est en général moins rapide que si on essaye. Les secteurs industriels peuvent tous se décarboner, c'est toujours une affaire de contrepartie. Donc la contrepartie, c'est est-ce que ça suppose une baisse des volumes? Parce que des fois, la technique ne permet pas d'aller suffisamment vite pour décarboner. Est-ce que c'est une affaire de hausse de prix? Est-ce que et cetera. Donc c'est toujours une affaire de contrepartie. Voilà. Il faut les regarder un par un. Alors l'industrie, en fait, c'est une collection de 1 milliard de choses qui sont extrêmement différentes. Entre, les imprimeries, les fabricants de fusées, fabricants de pots de peinture, les fabricants de vêtements, et les fabricants de colliers pour chiens, l'industrie, c'est enfin, je veux dire, c'est un ensemble extrêmement hétéroclite, et décarboner les croquettes pour chiens, c'est pas les mêmes marges de manœuvre, que de décarboner la fabrication des petites cuillères. Est-ce que l'industrie peut se décarboner? Oui. À quelle vitesse? À quelle vitesse et comment faire? Il y a pas de réponse, comment dire? Il y a pas de réponse simple au sens de, ça tient en une phrase d'expliquer, comment ça se passe. À Carbone 4, on passe notre temps à ça, c'est-à-dire qu'on passe notre temps à discuter avec des acteurs économiques pour voir, comment est-ce qu'ils pourraient s'organiser différemment, qu'est-ce qu'ils pourraient faire et pas faire et cetera. Qu'est-ce que ça signifie en gros de les confronter aux problèmes et chaque question amène une réponse différente. Alors c'est toujours une réponse sur le même thème, mais c'est quand même à chaque fois une réponse différente et c'est bien pour ça qu'on n'est pas, il
n'y a pas juste une personne à carbone 4 et que même on n'est pas suffisamment nombreux et loin s'en faut pour traiter tous les cas de figure qu'il faudrait traiter. Donc la décarbonation de l'industrie, encore une fois, oui, elle est possible, mais c'est des milliers de cas particuliers qu'il faut regarder d'un peu près. La Royal Air Force, a un plan de décarbonation à 2040. Est-ce que vous pensez que c'est possible et comment? Alors, d'une manière générale, aucune entité individuelle ne peut revendiquer la neutralité carbone. C'est un pur tour de passe-passe comptable dans lequel vous cherchez à, entre guillemets, annuler les émissions qui sont occasionnées par l'entité en question. Alors que ce soit l'armée britannique, enfin que ce soit l'armée de l'air britannique ou que ce soit un fabricant de gobelets en plastique, c'est exactement pareil. Vous faites l'inventaire de toutes les émissions qui lui permettent de fonctionner et vous dites je vais acheter des crédits carbone, je vais faire je sais pas quoi, je fais plus et moins, et hop, ça fait zéro. Alors en fait, c'est une manière totalement illégitime de raisonner. La première raison pour laquelle c'est illégitime, c'est que les émissions de votre chaîne de valeur, elles ont vraiment eu lieu et elles ne disparaissent pas parce que vous achetez des crédits. Or, il faut bien voir qu'une empreinte carbone, c'est un inventaire de ce dont vous dépendez. Votre lien de dépendance aux émissions des autres ne change absolument pas parce que vous avez acheté des crédits. Ça ne change strictement rien. Ce qui veut dire que si, pour une raison quelconque, les autres sont empêchés d'émettre, soit qu'il y ait des réglementations qui les empêchent d'émettre, soit que parce que l'armée de l'air britannique, exactement comme l'armée de l'air française, dépend de tout un tas de fournisseurs de pièces, de fournisseurs de fournisseurs, de fournisseurs, etc. Dès que vous remontez au rang 4 des fournisseurs, c'est la terre entière qui fournit l'armée britannique. Bon. Sur la terre entière, il y a des pays où il ne va rien se passer, il y a des pays où il peut se passer des choses. Bon. À partir du moment où vous dites « moi je considère que je ne suis plus dans le problème parce que j'ai compensé », ça veut dire qu'en gros vous vous mettez des œillères et vous dites « je ne veux plus voir, je ne veux plus faire mon analyse de risque », ce qui pour des militaires se discute. Donc je pense que c'est une vue de l'esprit de parler de compensation dès qu'on parle d'une entité individuelle, et ça n'a qu'un seul effet, c'est que ça anesthésie les gens en interne, parce qu'à partir du moment où vous leur dites « moi je ne suis plus dans le problème », puisque j'ai compensé, en fait, on parlait tout à l'heure de la contrainte et de la créativité, et bien par construction, vous allez tuer la créativité, parce que vous avez artificiellement tué la contrainte. Et je dis bien artificiellement tué la contrainte. Faut surtout pas faire ça. Merci beaucoup, Jean-Marc pour cet échange. Ça a été très riche et j'espère que de l'autre côté du micro et de vos écouteurs, vous avez apprécié cette discussion sur l'impact du changement climatique sur les armées et la décarbonation des armées et vice versa, l'impact des armées sur le changement climatique. Merci, à bientôt, puisqu'on aura peut-être l'occasion de travailler ensemble, entre Observatoire et Shift Project. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode du podcast sur le front climatique. Les chercheurs des 2 observatoires et du Shift Project vous remercient. Et si vous voulez en savoir plus sur le sujet, n'hésitez pas à vous rendre sur les sites respectifs du ministère des Armées, de la DGRIS, des observatoires et de l'IRIS et du Shift Project. À très bientôt pour un prochain podcast. Restez connectés, on a hâte de vous retrouver. À très vite. Allez plus loin sur www.defenseclimat.fr. Ce podcast, développé par l'IRIS, a été rendu possible grâce au soutien financier de la Direction générale des relations internationales et de la stratégie du ministère des Armées.